Hey, salut les joueurs! Si vous plaidez coupable ou si vous êtes reconnu coupable d'une infraction criminelle, vous allez recevoir une sentence. Et ce que je dis souvent, c'est que pour les avocats qui font du droit criminel, souvent, la chose la plus compliquée à gérer, c'est la sentence. Quelle devrait être la sentence appropriée? Si vous passez devant 5 juges pour la même infraction, pour les mêmes gestes posés dans les mêmes circonstances, ça se pourrait que vous ayez 5 sentences complètement différentes. C'est ce que j'appelle souvent la justice humaine. Le juge a son bagage intellectuel, il a son bagage culturel, il a son bagage social, qui est peut-être différent du vôtre ou qui est différent du mien, ce qui fait en sorte que c'est très difficile à gérer les sentences. Il y a par exemple des juges qui vont vouloir réprimer davantage les dossiers en matière de drogue. On voit que c'est les chatouilles davantage, alors que d'autres, ça les dérangera un peu moins, mais on voit qu'ils accrochent beaucoup sur les dossiers de violence, d'autres sur les questions d'agression sexuelle, d'autres sur les crimes de malhonnêteté. Donc, c'est toujours difficile de gérer une sentence parce que ça dépend beaucoup du juge qui va rendre la sentence. Mais malgré tout, je vais essayer de vous faire une échelle de sentences pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne et c'est quoi les types de sentences possibles quand vous êtes reconnu coupable ou quand vous plaidez coupable. Bon, tout d'abord, je vous explique une échelle de sentences possibles pour essayer de rendre ça compréhensible. C'est pas la manière dont le Code criminel canadien l'explique, mais je pense que ça va quand même vous aider un peu, la manière dont je vais l'expliquer, même si ce n'est pas exactement ça, mais ça devrait vous aider. Au bas de l'échelle, on retrouve l'absolution. Quand on monte dans l'échelle des sentences, on retrouve le sursis de sentence, ou ce qu'on appelle des fois la sentence suspendue. Quand on monte encore, on retrouve l'amende, et ensuite on retrouve l'emprisonnement. Commençons avec l'absolution. Voici ce que l'article 730, paragraphe 3 du Code criminel dit sur l'absolution. Le délinquant qui est absous est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de l'infraction. Donc, vous avez été déclaré coupable, mais vous n'aurez pas de dossier criminel. La manière dont j'explique ça un peu aux clients, c'est que vous avez un dossier criminel, mais vous avez le droit de dire à tout le monde que vous n'en avez pas. C'est une mécanique un peu difficile à expliquer, mais aux yeux de votre employeur, du gouvernement et des autres citoyens, vous n'avez pas de dossier criminel. L'absolution peut être inconditionnelle ou conditionnelle. Si elle est conditionnelle, alors vous allez recevoir l'absolution conditionnellement à ce que vous fassiez quelque chose. Je dirais qu'habituellement, la condition, c'est de payer un don à un organisme de charité. Qui peut avoir l'absolution? Il faut que soit l'individu ait un intérêt à avoir l'absolution, donc qu'il n'ait pas de dossier criminel, ou que la société ait un avantage, un intérêt à ce que l'individu n'ait pas de dossier criminel. Je vous dirais qu'habituellement, ce qu'on fait, c'est les personnes qui sont, on appelle des first offenders, la première fois qu'une personne a un dossier, à ce moment-là, quand c'est un premier dossier d'une gravité objectivement moindre, à ce moment-là, les gens vont avoir droit à l'absolution. Quelqu'un qui a déjà eu une absolution par le passé pourrait en avoir une deuxième, mais ça commence à être plus compliqué à avoir. Et lorsque quelqu'un a déjà un dossier criminel, l'absolution, dont le but est de faire en sorte qu'une personne n'ait pas de dossier criminel, devient un peu inutile parce qu'elle a déjà un dossier criminel. Ensuite, comme sentence, il y a le sursis de sentence. Là, vous avez clairement un dossier criminel. Vous avez aussi une probation qui vous impose certaines obligations. Des fois, vous allez devoir verser un don à un organisme de charité ou faire des heures de travaux communautaires. C'est des exemples de choses qui peuvent vous être imposées dans le cadre d'une probation. Ensuite, comme sentence, il y a l'amende. Là, vous avez aussi clairement un dossier criminel, vous devez payer une amende, vous avez aussi une probation qui vous impose certaines obligations. Donc, encore une fois, vous allez devoir verser peut-être un don à un organisme de charité en plus de payer l'amende ou devoir faire des heures de travaux communautaires en plus de l'amende. Ensuite, on se retrouve au sommet de l'échelle avec l'emprisonnement. S'il y a une caractéristique commune à 100% des personnes accusées d'une infraction, c'est que personne ne veut être emprisonné. Mais peu importe comment nos clients ne veulent pas être emprisonnés, des fois, on n'a pas le choix de se rendre là. C'est la sentence qui est réellement méritée.
Quand un accusé doit être emprisonné, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que l'emprisonnement collectif est possible pour l'infraction commise. L'emprisonnement collectif, ça veut dire que la personne doit rester chez elle 24 heures sur 24, sauf pour fin de travail ou d'études, et quelques autres exceptions, comme par exemple aller faire l'épicerie à une journée précise dans la semaine. Donc, cette personne-là, elle est emprisonnée chez elle, mais on fait en sorte que, en dehors de son emprisonnement à la maison, elle va avoir le droit de continuer un peu sa vie, elle ne va pas perdre son emploi, elle ne va pas perdre ses études non plus, elle ne va pas perdre son diplôme. Donc, on est capable de faire continuer la vie de cette personne-là, mais en dehors de l'étude et le travail, elle va rester à la maison, emprisonnée chez elle. Ensuite, lorsque la sentence doit être un emprisonnement ferme, donc qu'on ne peut pas avoir d'emprisonnement collectif, et qu'elle peut être d'un maximum de 90 jours, 3 mois, alors, dans ce temps-là, on peut envisager l'emprisonnement de fin de semaine, qui n'est pas permis pour un emprisonnement ferme de plus de 90 jours. Donc, l'accusé rentre en prison, habituellement le samedi matin, va passer la fin de semaine en prison et va ressortir le dimanche soir. Donc, pourquoi est-ce que l'emprisonnement de fin de semaine existe? C'est un peu la même chose que l'emprisonnement collectif. On ne veut pas faire en sorte que cette personne-là rentre en prison pour 30 jours, perdre son emploi, perdre son diplôme alors qu'elle est en train d'étudier. Donc, ça lui permet de continuer un peu sa vie et de ne pas devenir en marge de la société. Donc, elle reste accrochée à la société en continuant malgré tout, mais elle a quand même une sentence assez lourde qui fait en sorte qu'elle va être emprisonnée, elle va comprendre la gravité des gestes qu'elle a commis. Ensuite, quand c'est impossible de trouver de l'emprisonnement collectif ou de l'emprisonnement de fin de semaine, là, à ce moment-là, on tombe avec de l'emprisonnement ferme. On n'a pas le choix, donc la personne va avoir une certaine période à purger de détention. Elle part et elle va rester en prison tant qu'elle ne ressortira pas à la fin de sa sentence. On entend souvent parler d'un emprisonnement de 2 ans moins un jour dans les radios et dans les médias. Pourquoi? La différence, c'est qu'un emprisonnement de 2 ans moins un jour, donc de moins de 2 ans, les accusés vont rester en prison provinciale. Alors que si quelqu'un est condamné à 2 ans et plus, on tombe sous juridiction des pénitenciers fédéraux. Alors c'est ça la différence entre les deux. Alors c'est toujours difficile pour un avocat d'arriver à gérer la sentence et de trouver quelle serait la sentence appropriée pour un individu bien précis, pour des gestes bien précis qui ont été commis, mais cette échelle-là que je viens de vous expliquer nous aide un peu à nous situer. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu.